Bonjour, je suis Raphaël Ménard, je suis enseignant ici à l'école. J'anime avec Jean-François Blassel et Giovanna Togo le DPEA Architecture Post-Carbone. C'est la deuxième intervention de ce cycle du premier semestre qui s'intitule Société post-carbone vers une autre architecture avec un point d'interrogation. Construire avec peu, faire architecture de tout. Pénurie, crise, urgence, comment conférer de la résilience à la pratique architecturale elle-même. Quelle architecture proposer quand la frugalité est de mise? Comment construire lorsque les ressources se raréfient? Comment construire lorsque les ressources se raréfient? Ça tombe très bien. Je suis très content et très heureux que mon ami Nicolas Delon nous fait la gentillesse de venir nous voir. À croire le taux de remplissage de cet amphi, je pense que vous devez connaître ce que fait l'agence Encore Heureux. J'imagine et j'espère que vous êtes allé voir cette merveilleuse exposition qui a eu lieu en 2014 au pavillon de l'Arsenal qui s'appelait Matière grise. Ruez-vous sinon sur le catalogue qui doit être disponible en plusieurs exemplaires dans la bibliothèque de notre chère école. Nicolas va nous parler, je pense, à travers ce titre assez énigmatique, qui veut peut-être dire quand il n'y en a plus, il y en a encore ou pas, va parler de la production de son agence, à travers, je pense, plusieurs références, dont le pavillon circulaire, dont un projet sur lequel on a travaillé ensemble, qui était à un moment le concept d'aménagement de la COP21, puis plus avant, une histoire commune autour d'un projet qui s'appelait Windit. Nicolas, merci beaucoup et c'est à toi. Bonjour à tous. Merci Raphaël de cette introduction. Vous entendez bien, ça va? Ok. Du coup, je voulais, avant de balayer un petit peu une douzaine de projets de l'agence pour vous raconter comment nous en sommes venus à nous poser ces questions de comment construire, avec quoi construire, faire une petite citation d'une très bonne revue qui s'appelle la Revue du Crieur, qui est éditée par Mediapart et La Découverte, tous les 3-4 mois, et un article sur les collapsologues, qui sont les chercheurs en fait, qui étudient l'effondrement des sociétés, en considérant qu'on est peut-être proche d'un effondrement de notre société, et donc qui analysent comment des sociétés, les Romains, la société de l'île de Pâques, tout d'un coup les Incas, qu'est-ce qui a fait que ces sociétés-là ont disparu. Donc je vous encourage à lire cet article, et je voudrais juste citer la liste en fait, des catastrophes qui nous guettent. Donc il y a le climat, la biodiversité, les pollutions, la finance, l'économie, les guerres, les géopolitiques, les pandémies, la fin des métaux rares, les sécheresses et les ruptures d'approvisionnement. Donc ça, globalement, c'est totalement déprimant, on est d'accord. Mais il faut bien vous dire qu'en tant que futur architecte, maître d'œuvre, constructeur, vous allez devoir travailler, concevoir et construire dans cette complexité-là et dans cette particularité d'avoir aussi de moins en moins de matériaux pour construire. Ce que je vous propose, donc on a à peu près 3 quarts d'heure, 50 minutes, et puis après peut-être 10-15 minutes de questions. Donc ça va aller assez vite. Je vais parler assez rapidement, et puis si ça va trop vite, vous levez la main, mais bon, ça devrait aller. Donc c'est de balayer un peu la question des disciplines, des approches aussi que nous avons sur des urbanismes, ce que nous appelons les urbanismes furtifs, des addictions ferroviaires, la question du commanditaire de confiance, qui fait que pour nous un bon projet c'est d'abord un bon commanditaire, et puis la question des ressources qui finira un peu cette présentation qui a été ce dont Raphaël a parlé au début. Quelques images un peu sur la façon dont nous voyons notre métier d'architecte. Une des premières capacité, c'est la capacité d'adaptation, de pouvoir s'adapter à des situations très très diverses. Donc il va falloir, vous allez l'apprendre petit à petit, mais vous allez être confronté à des choses très variées, et il faut toujours trouver le bon déguisement ou la bonne façon de s'adresser à nos interlocuteurs. Une autre image qui est cette image de guide de haute montagne, donc là une équipée qui monte le Mont Blanc, et on imagine aussi l'architecte comme un guide qui va accompagner un commanditaire qui veut construire souvent un bâtiment, mais qui ne va pas faire l'effort tout seul, qui ne va pas porter la totalité des sacs sur son dos. On n'est pas des Sherpas, on est juste là pour montrer les voies les plus sécurisées et pour garantir le fait d'arriver en bon état, on va dire, en haut de la montagne. Donc l'acte de construire, c'est un véritable effort, et donc on imagine notre métier comme un accompagnement de cet effort.
Là, une image beaucoup plus questionnante. On est sur une opération immobilière en Chine où une fois que le bâtiment a été fini, il s'est couché parce qu'il avait été construit trop rapidement. Donc ça, c'est la question du temps. Aujourd'hui, on envoie un email en 1 seconde à l'autre bout du monde et certains pensent qu'on pourrait construire en appuyant comme ça sur un bouton, sauf que les matériaux ont un temps. Le béton, par exemple, a un temps de séchage. Et donc là, vous voyez les petits pieux. Peut-être on peut baisser un peu la lumière ou pas? Devant ou non? Si c'est possible, ça serait bien. Parce que là, en fait, on éclaire l'écran. Et du coup, voilà, c'est bien mieux. Merci beaucoup. Du coup, en fait, l'immeuble s'est couché. Donc, imaginez les gens qui vont habiter dans les immeubles juste à côté, qui ont été construits de la même façon. Imaginez ce traumatisme. Et donc là, on est en train de casser, de détruire le bâtiment, parce que bien sûr, on ne peut pas le relever. Donc la question du temps, très importante. L'autre question, la question de l'argent. Ici, c'est une installation de Gianni Motti, qui est un artiste qui avait pris la totalité du budget de l'exposition et qui avait affiché ce budget-là avec des billets, avec des dollars. Et donc, il y avait un plafond comme ça de 15 000 dollars qui était le budget de création de son œuvre pour parler de la question des moyens et de comment faire œuvre avec une somme donnée. Ça aussi, l'architecture est vraiment au croisement de ces questions-là, le temps, l'argent, l'espace, évidemment. Et enfin, une photo d'équipe pour imaginer ce que nous faisons tous les jours. Aujourd'hui, on est une petite vingtaine de personnes à travailler pour ces divers projets. Et donc, une importance aussi de prendre soin de cette équipe-là. C'est comme des équipes sportives, il faut des défenseurs, des attaquants, des milieux de terrain. Et on met beaucoup d'énergie aussi à comprendre quels sont les moyens de travailler collectivement sur des projets. Donc ça, c'était un peu des images un peu pour rentrer dans le sujet. Premièrement, la question des disciplines. C'est vrai que quand on a commencé avec Julien Chopin, en sortant de l'école de l'architecture de Paris-la-Villette, on ne voulait pas forcément construire, on voulait vraiment faire pour de vrai. Et du coup, on s'est retrouvé à faire plutôt des installations artistiques qui, dans un premier temps, étaient plus accessibles, de plus courte durée, de plus petit budget. On nous faisait aussi plus facilement confiance, certainement. Et donc, une des premières commandes qu'on a eues était en Belgique de faire une installation entre 2 places de Bruxelles. Une place, la Grande Place historique, et puis une place très populaire, avec un budget de 8 000 €, qui était très réduit pour quasiment 1 km de long. Et plutôt que de faire une installation et de construire, on a proposé de faire un moyen de transport avec un projet qui s'est appelé Dromad Air, où en fait on a simulé une fausse compagnie de transport à dos de dromadaire. Donc on peut dire que c'est presque du théâtre de rue, c'est presque une blague belge ou peu importe, mais en tout cas nous on l'a fait de manière très très sérieuse, en racontant une histoire, en questionnant les modes de transport, en rajoutant l'animal en ville. On pense aussi qu'on s'est éloigné de tout un tas de choses dont les animaux, et donc c'était un peu cette expérimentation avec l'idée de le faire pour de vrai, pas uniquement faire un photomontage, pas faire juste une 3D en disant voilà ce projet pourrait être bien mais je ne sais pas ce que ça va donner, se confronter aussi au réel. Une autre carte blanche nous avait été offerte par le centre d'architecture à Bordeaux Arc en Rêve pour parler d'architecture aux enfants. Il fallait construire un bâtiment à peu près de 5 mètres par 5 avec 20 000 €. Et là, on n'arrivait pas à trouver de déclencheur, d'idée de départ. Et donc, on a proposé de partir en voyage et de ramener de ce voyage un projet. Donc, on est allé en Chine où on a à la fois regardé le dernier stade d'Herzog et de Meuron et puis des cages à poules. Et on s'est arrêté sur ces 2 images-là. Un vendeur de filets sur la gauche dans un village du sud de la Chine et une botte de paille traditionnelle. En assemblant ces 2 éléments-là, on a construit ce qu'on a appelé chinoiserie, donc une petite architecture qui en ce moment est installée au 104 dans le 19e arrondissement, si vous voulez aller l'essayer, à l'intérieur de laquelle nous avons réparti 12 hamacs. Donc en fait, c'est vraiment la question de l'usage qui dessine le bâtiment. Donc on n'est pas du tout dans un geste sculptural de dire, voilà, pour moi, c'est beau, ou ça raconte, je ne sais pas quoi, une idée que j'ai eue en me levant le matin. On est plutôt dans l'idée de dire, par rapport à un point de départ, quel usage on propose pour ensuite dessiner une architecture qui va répondre à cet usage-là. Et donc là, la dimension, par exemple, c'est la dimension qui permet d'avoir un hamac, le nombre de fermes étant le nombre de hamacs que nous souhaitions répartir. Le hamac qui se retrouve aussi sur une autre invitation du domaine de Chamarande, dans l'Essonne, où lors de la visite du site, nous étions arrêtés sur l'image de la table de pique-nique assez classique, et nous avons proposé avec un minimum de matière et minimum de moyens de retourner cette table de pique-nique pour en faire un objet différent qui est à la fois l'histoire de l'objet passé mais qui permet aussi un usage complémentaire, et donc ce qui s'est appelé la table hamac, avec du coup une personne pouvant se reposer à l'intérieur de ce mobilier. Donc là aussi on était dans
en sachant qu'on a coupé le bois dans le domaine de Chamarande, que les charpentiers ont rajouté la partie horizontale permettant de fixer le hamac et puis les 2 petits pieds permettant de stabiliser. Donc comment par l'observation de ce qui est déjà là, vous allez pouvoir, ou en l'occurrence ici, on arrive à détourner l'existant pour lui raconter une nouvelle histoire, lui donner un nouveau sens et permettre un nouvel usage. Un autre projet très différent qui était une recherche que nous avons menée pour le National Art Museum of China à Pékin sur la question de l'habitat d'urgence. Un sujet qui est terriblement d'actualité à quelques semaines du démontage du camp de Calais et de ce que vous avez suivi sur la non-réponse que nous offrons à ces questions-là. Nous pensons que les concepteurs, quels qu'ils soient, mais architectes y compris, ne peuvent pas refuser de réfléchir à ce sujet, même s'il est très compliqué, même si le mot solution n'existe pas, mais en tout cas ça va faire partie de notre monde, ça va faire partie de votre monde. Certains prédisent qu'on est vraiment au tout début de migration mondiale beaucoup plus importante, et donc on ne peut pas faire comme si ce n'était pas un sujet. Et donc, pour se confronter à ce sujet-là, nous avons travaillé avec les enfants de Don Quichotte, nous sommes allés faire des maraudes à Paris auprès des personnes dormant dehors, et on a décidé de dessiner, d'expérimenter, de construire une micro-architecture qui permet de se déplacer et qui, une fois retournée, permette de dormir à 2 personnes. Donc on avait identifié que le plus grand risque et la plus grande difficulté quand on est à la rue, c'est vraiment le moment du repos où on ne peut jamais se reposer. Au-delà du fait d'avoir froid, d'avoir faim, etc. Mais à un moment donné, c'est pouvoir lâcher la garde, baisser la garde, on va dire. Et donc, on imaginait un objet isolé, performant, que l'on puisse déplacer très simplement. Donc on a fait un premier prototype, on a fait un deuxième prototype en Chine, et puis un troisième prototype qu'on a réalisé en Alsace avec des architectes de l'agence G-Studio, qui a donné cet objet-là avec un cadre en aluminium, qui a été emprunté par plusieurs étudiants d'ailleurs pour faire des expérimentations en Allemagne, à Barcelone. Donc voilà, l'idée n'étant pas de dire c'est une réponse, mais en tout cas l'idée de dire ce sujet-là ne peut pas être non traité, et confrontons-y nous. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu les premiers projets qui, pour certains, ne sont pas de l'architecture. Nous, en fait, la question des disciplines, on s'en fiche un petit peu en considérant que ce qu'on a appris dans les écoles d'architecture, nous avons étudié, est plutôt une méthodologie qu'un objet final. Et que du coup, les outils méthodologiques que nous avons développés sur ces premiers projets de taille modeste ont été quasiment les mêmes que ceux que nous utilisons aujourd'hui pour faire des bâtiments beaucoup plus importants. Donc ça aussi, c'est très important. Des fois, on parle d'interdisciplinarité. Certains commencent à parler d'antidisciplinarité. C'est-à-dire que le mot de la discipline a presque plus de sens ni d'intérêt. Ce qui va compter, c'est les compétences que vous allez pouvoir agréger pour répondre à une question qui, elle, est unique et elle est précise. Ça aussi, c'est ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est qu'à chaque contexte, la réponse se doit d'être différente parce que le lieu est différent, l'usage est différent, les moyens que vous avez pour construire est différent, etc. Une autre, donc là, sur la petite échelle. Sur la grande échelle, on s'est aussi intéressé à la question d'urbanisme et ce qu'on a appelé les urbanismes furtifs. Pour cela, nous avons fait plusieurs expérimentations, ou en tout cas plusieurs observations. La première était en Mongolie, dans ce qu'on appelle les Ger Settlements, qui sont les bidonvilles de yurts en banlieue d'Oulan-Bator, donc qui sont ces points blancs. Nous avions vu sur Google Earth des images incroyables de ce type-là, et donc nous avons voulu en savoir plus, comprendre en fait comment cet objet magnifique dans la steppe qui symbolise la liberté, le nomadisme, etc., le jour où il devient urbain et le jour où il s'enquiste, en fait, il perd toutes ses capacités, toutes ses compétences, et il est pire que la moindre cabane de chantier qu'on pourrait imaginer. Donc et ça, c'était la première chose qui nous intéressait. La deuxième étant comment un peuple tel les Mongols étant le dernier peuple d'urbain, en fait, c'est un peu la dernière société à s'être urbanisée. Quel est son rapport à l'espace privé, public? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la steppe, c'est assez fascinant, mais l'intérieur de la yourte est public, parce qu'en fait, on considère que s'il fait froid, il faut que vous accueilliez quelqu'un qui serait perdu dans une tempête de neige. Donc n'importe qui peut rentrer dans une yourte sans frapper. Ça ne se fait jamais de frapper pour entrer dans une yourte. Et par contre, l'extérieur, là où vous faites paître votre troupeau, c'est privé, parce que l'herbe, elle a une vraie valeur, etc. Donc il y a une inversion de ce qui est public-privé qui est assez intéressante. Et donc on a étudié tout ça avec des étudiants de l'école spéciale où nous étions enseignants et des étudiants de l'université d'Oulan-Bator.
avec lesquels nous avons essayé de comprendre comment on passe de cet objet-là à une cabane en bois, à derrière ce que les Coréens et les Chinois construisent en moins de 6 mois et qui n'ont pas non plus envie d'y habiter. Donc en fait, on est un peu au maximum de contraintes. Là, un petit clin d'œil d'un niveau à bulle qui sert de cravache, voilà, des espèces d'images subliminales comme ça qu'on essaie de prélever et qui nous inspire énormément. Voilà, c'est une métaphore que je vous laisse interpréter. Un autre urbanisme furtif est cette ville éphémère aux États-Unis, dans le désert du Nevada, de 70 000 habitants, qui pendant une semaine décide de vivre relativement en autarcie, en sachant qu'on n'est pas du tout dans un geste écologique, parce que c'est à renfort de groupes électrogènes, d'énormément de moyens, d'un gaspillage de matière, de matériaux, de nourriture énorme. Donc c'est Burning Man, qui est une histoire, voilà, on peut en parler longuement, mais qui est une histoire de ce qu'on appelle l'encampement volontaire. C'est-à-dire des gens décident pendant une semaine de se mettre au même endroit, sans avoir d'échange de monnaie, donc tout est basé sur le troc, sans avoir de réseau téléphonique, donc on réapprend à se donner rendez-vous, et dans une liberté d'usage et de pratiques artistiques diverses, totalement hallucinantes. Donc là, on y est allé un peu comme des ethnologues, essayant de comprendre ce peuple étrange. Au moment où il y a des camps de migrants dans nos pays, imaginez que des gens jouent à être des migrants, etc., ça peut poser de grandes questions. Mais voilà, on essayait de s'approcher en fait de ce phénomène-là et d'essayer de le décoder. Voilà, c'est très riche aussi d'enseignements sur nos sociétés et sur ce besoin aussi à un moment donné de changer quelques règles ou d'expérimenter d'autres façons de faire. Un troisième urbanisme dont Raphaël a dit quelques mots également a été l'accueil de la COP21, qui était la grande conférence mondiale sur le climat. Et il se trouve que nous avions répondu avec Raphaël Ménard, Elliot et l'agence Construire de Patrick Bouchin et Quattro Libri, Julien Dossier, à un appel d'offres du ministère des Affaires étrangères pour l'aménagement du site du Bourget. Donc le site du Bourget, c'est un site qui est très, très aride, on va dire, où en fait il y a des bâtiments existants, qui sont ces bâtiments-là. On a là un qui passe ici, on est sur un ancien aéroport mais qui n'est plus vraiment en fonction. Et donc il fallait transformer 80 000 m² de halles existantes, plus 80 000 m² de bâtiments temporaires, pour accueillir 40 000 personnes pendant 15 jours, dont 120 chefs d'État. Donc il se trouve qu'on a répondu à cet appel d'offres-là, que nous en avons été lauréats, et qu'ensuite ça s'est plutôt mal passé. Donc c'est important aussi de dire que des fois les choses ne se passent pas bien. Et donc, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que c'est vraiment un sujet très long, mais juste très rapidement. En fait, dès le début, on a pensé que, vu la taille du site, vu les moyens, il y avait 90 millions d'euros pour 15 jours, donc vu tout un tas de paramètres de ce type-là, qu'il fallait travailler. On ne pouvait pas travailler sur tout, et du coup, on voulait travailler sur 3 éléments. Premièrement, c'était une séquence d'entrée qui soit un message fort, un signal. Deuxièmement, un bâtiment particulier qu'on appelle la salle plénière, qui est ce bâtiment de 2000 places où les gens vont se réunir et où le potentiel accord de Paris qui a eu lieu allait être signé. Donc dire, il faut qu'il y ait un lieu emblématique. On ne peut pas se réunir comme ça dans un hangar qui accueille la Foire Expo de je ne sais pas quoi, mais il faut vraiment que ce lieu ressemble à quelque chose. Donc là, on proposait de construire un bâtiment en bois massif, en CLT. Et enfin, le confort des usagers qui était transversal avec tout un tas de propositions. Et donc on a gagné ce projet-là, on l'a présenté aux Nations Unies, tout le monde nous a dit que c'était magnifique, etc. On nous a demandé d'aller beaucoup plus loin dans sa définition. Et juste avant de passer à la construction, on nous a dit maintenant on n'a plus besoin des architectes, on va directement le faire avec les constructeurs, parce que voilà, en fait, on n'a plus besoin de vous. Donc voilà, bon là je vous le fais en résumé, ça a été très difficile, on a tenté par tous les moyens de comprendre comment l'État pouvait se comporter de cette façon-là. On a compris qu'il y avait une très grande incompétence aussi de tout un tas de services, bon bref, sujet passionnant, mais du coup vous montrez quand même le résultat. Donc on nous a dit par contre on ne va pas faire votre projet parce que voilà, on va le faire différemment. Donc ça c'était l'image de synthèse du projet, donc ça a été la réalité. Donc on voit les petits toits en bois qui sont quand même un peu gardés en fond, et puis les drapeaux qui deviennent plutôt des bidons de pétrole pour parler de la conférence sur le climat. Voilà, l'idée était intéressante, mais bon voilà, c'est une agence de publicité a priori qui a pris le concept et à qui on a demandé de faire différemment. Et surtout ce qui a été beaucoup plus difficile, c'est que cette salle particulière, on nous a dit bon, par contre la salle principale, ça il faut vraiment des architectes. Donc là on a fait une faisabilité très poussée en 4 semaines a priori, à peu près, donc une équipe vraiment conséquente.
Et puis là encore, on nous a dit, bah, en fait, on va pas le faire sans vous parce qu'on va pas faire ça, c'est trop cher, on va faire différemment, on va faire plutôt une tente classique. Et donc la réalité, ça a été quand même un peu entre les deux, parce que dans la géométrie, on est quand même très proche, et surtout la vue intérieure avec les cabines de traduction qui sont ici, le traitement en allée. Enfin bon, je vous laisse voir le comparaison avant-après, mais ça a été vraiment assez dur parce qu'on s'est vraiment fait avoir, quoi, clairement. Donc voilà, et au final, un tweet de Ségolène Royal qui annonce Barack Obama en train de faire son discours dans cette salle plénière. Donc malgré tout, cette intuition, et les deux images qui sont sorties de la COP étaient aussi l'image des drapeaux et cette image de salle plénière. Donc il faut dire que dans tout ça, on peut dire que... Moi, j'essaie de le positiver, mais ça a été quand même très très douloureux, difficile, mais c'est important parce qu'on apprend de ses échecs forcément. La troisième partie, je regarde juste le temps... C'est bon, la demi. La troisième partie est la question d'une addiction que nous avons avec Julien Chopin. On est des passionnés du chemin de fer pour différentes raisons, venant du sud de la France, voyageant beaucoup en train. Et par rapport aussi à un aménagement du territoire, là vous avez la carte du réseau ferré en 1930 et la carte du réseau ferré aujourd'hui. Donc, alors qu'on pense qu'il faudrait aller vers plus de transports en commun et une densité... de réseau, ben en fait on fait totalement l'inverse parce qu'on va aller très très vite de grandes métropoles qui sont en train d'exploser, type Lyon, Toulouse, Bordeaux, où tout le monde veut être là parce que par ailleurs quand on est ici, moi je viens à peu près d'ici là au milieu, donc il me faut à peu près 9 heures pour rentrer chez moi, et donc du coup on a voulu questionner ce rapport au territoire et au déplacement. Et donc notre projet d'étudiant de fin d'études, de notre diplôme, était un équipement culturel qui venait s'inscrire, qui venait revaloriser le réseau secondaire ferré et qui venait déployer sur des cours des marchandises des gares un équipement culturel ou autre de à peu près 600 mètres carrés. Donc une espèce de mobilité via le rail pour remettre en valeur le fret également. Et donc c'est un projet qui était un projet d'étudiants théorique, mais dans lequel on est allé très très loin. On a rencontré une centaine de personnes pour vraiment être très très précis dans sa réalisation. On a été à 2 doigts, on a fait une étude pour la région Midi-Pyrénées sur l'ensemble des gares de Midi-Pyrénées. On a été à 2 doigts de le prototyper, mais on était sûrement encore un peu trop jeune. Voilà. Mais par contre, quelques années après, la SNCF nous a appelés en nous disant, vu que vous êtes des passionnés du chemin de fer, est-ce que vous voudriez pas faire une exposition dès 70 ans la SNCF dans un train qui va se promener dans toute la France. Donc ça aussi c'est très important, c'est à un moment donné l'intérêt que vous allez avoir pour un sujet, votre capacité à le prendre, à le travailler, à en devenir quelque part des experts d'une certaine façon, va faire aussi que les gens vont pouvoir faire appel à vous par rapport à cette compétence que vous avez développée. Et donc nous on venait tout juste de monter le collectif qui ensuite est devenu une agence et donc on a eu ce gros projet, 1 million d'euros de budget pour faire la scénographie de ce train exposition qui, pendant 15 jours, s'est promené dans 23 gares de France. Et à l'issue de ces 15 jours, en fait, tout est parti à la poubelle. Et donc là, c'est ce qu'on a dans l'article dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle Oh my God point. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous faites, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, lors de ce moment-là où on avait travaillé avec une grande précision sur tous les habillages, tout le laquage, etc. C'était vraiment, on avait un très gros budget, donc c'était vraiment de la haute précision. Et tout est parti à la benne et on nous a dit, mais en fait, qu'est-ce qui vous dérange? C'est toujours comme ça. On fait des scénographies et quand l'exposition est finie, tout part à la poubelle. Et donc notre questionnement aussi sur le rapport aux matériaux vient vraiment de ce projet-là où on s'est dit, mais il y a quand même quelque chose qui tourne par rond. Comment d'un côté on peut épuiser autant de ressources et de l'autre côté mettre autant de matière à la poubelle? Donc on y reviendra tout à l'heure, mais c'était pour vous parler de ce moment-là. Un autre projet qui a été une aire de jeu pour enfants à Marseille, sur le site de la Friche Belle de Mai, que vous connaissez peut-être, avec, là c'est le réseau des voies qui vont à la gare Saint-Charles, et lors de la visite du site, on nous a demandé de faire une aire de jeu sur un parking, et lorsqu'on a visité le site, on s'est rendu compte qu'il y avait une ancienne voie ferrée qui rentrait dans le site pour charger et décharger des wagons. Donc on a proposé de rebondir sur cette voie existante et de construire une aire de jeu à partir d'un wagon de chemin de fer. Donc là aussi, on est dans l'observation de ce qu'il y a et on est dans l'appui, la prise en compte d'un élément qui va nous permettre de raconter cette histoire-là et qui va nous permettre de faire une aire de jeu particulière parce que le point de départ va être ce wagon que l'on se fait donner. C'est un wagon réformé qui est amené par camion, etc. Et en tout cas, comment à partir de ça, on peut faire une aire de jeu qui soit autre chose que les aires de jeu en plastique sur les aires d'autoroute ou sur les Quick ou les McDonald's.
Alors là aussi, ça a été très très compliqué parce que la question de la réglementation quand on fait une aire de jeu est totalement hallucinante. Donc là, on a dû avoir une double certification. Enfin, ça a été vraiment un combat. Lorsque vous inaugurez l'aire de jeu, il y a un monsieur qui vient avec une valise avec des petits doigts en caoutchouc et qui regarde comme ça s'ils ne peuvent pas se bloquer, puis qu'il y a des petits cordons de kawaii qui voient s'ils ne peuvent pas s'étrangler. Donc c'est assez angoissant. Ça montre aussi qu'on est une société qui a un gros problème avec le risque et qu'en fait, voilà, on est en train de faire des générations d'enfants qui n'auront rien à expérimenter parce que du coup, c'est trop dur de pouvoir faire des choses permettant l'expérimentation. Donc ça, c'est un autre sujet, mais comme ça, il y a des sujets que vous pouvez prendre. Enfin, notre premier marché public, qui était un concours pour la transformation d'une gare de chemin de fer en musée municipal à Suresnes, dans le 92. Et donc là, il s'agissait de faire une extension de ce bâtiment. Et donc nous avons proposé de faire un socle qui permettait d'étirer en fait le registre bas de cette gare qui avait été faite pour l'exposition universelle de 1890 et auquel nous venions faire un nouveau socle. Donc voilà la réalisation. Donc comme ça, quand on passe de l'image au projet, on se dit oh, bon, c'est pas compliqué de construire. En fait, ça a été un enfer aussi. C'est un projet qui a été très très difficile, notamment par rapport au fait que c'est un projet qui a été construit en entreprise générale. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose pour l'instant, mais vous allez voir que c'est ce qu'on appelle un plan de synthèse. Donc c'est quand on met la somme des contraintes du bâtiment. Donc il y a la totalité des réseaux, il y a la totalité des indications qui permettent de construire. Et en fait, sans ces plans de synthèse-là, on ne peut pas faire quelque chose qui tienne et puis qui soit performant. Et donc là, on a été face à une entreprise qui était donc une entreprise générale qui a changé 12 fois d'interlocuteur avec une personne qui est partie en volant l'ordinateur. Donc ils n'avaient même plus eux-mêmes les plans du projet qu'ils étaient censés construire. Ça devait durer 2 ans, ça a duré 5 ans. Donc ça a été aussi très très compliqué. Mais gardez ça en tête, peut-être on en reparlera une autre fois, que la façon de construire, c'est aussi savoir avec qui on construit. Donc il y a pour qui on construit et avec qui on construit. Et donc la question du commanditaire est centrale. Tout à l'heure je disais pas de bon projet sans bon maître d'ouvrage. Nous on le mesure chaque jour un peu plus. Et la notion de bon étant d'abord une question de confiance, une question d'honnêteté, une question de reconnaître le travail qui est fait, qui est une question assez diverse. Une des premières personnes à nous avoir vraiment fait confiance a été le directeur d'une salle de spectacle sur l'eau qui était venu nous voir pour qu'on transforme ce bâtiment-là en salle de concert. Et du coup, qui était l'exploitant de l'ancien bateau-phare et de la guinguette pirate dans le 13e arrondissement de Paris. Et en fait, très vite, on a fait ce schéma-là, qui est un des schémas très importants d'aujourd'hui, qui est très simple mais très important, qui est l'adéquation entre ce qui vous est demandé, le budget que vous avez pour le faire et le temps qui est donné pour le réaliser. Et donc cet équilibre-là, c'est vraiment le cœur des projets. Et imaginez vouloir faire un projet exceptionnel alors que vous n'avez pas de temps et pas d'argent, ben c'est quasiment impossible. Enfin, vous le tournez dans tous les sens, il faut vraiment trouver un équilibre. Et donc dans le cas présent, en fait, le tiers du budget allait servir à désamianter ce bâtiment-là. Donc on a dû convaincre notre commanditaire que la question qu'il nous posait n'était pas la bonne. Donc ça a été très difficile parce qu'il était très attaché à ce bâtiment. En plus, on lui donnait pour 1 euro. Donc il a fallu expliquer que le don, c'était un don piégé parce qu'en fait, il fallait qu'il mette 300 000 euros ou 400 000 euros de désamiantage. Et donc, on a réussi à le convaincre de faire un bâtiment neuf. Et là, il a eu une phrase assez dure de dire « mais un bâtiment neuf, c'est pas possible parce que ça n'aura pas d'âme. Ça sera froid, ça sera blanc, design froid. » Voilà. Souvent, c'est des mots qui reviennent. Et donc, comment arriver à convaincre aussi que l'on peut concevoir aujourd'hui quelque chose qui raconte quelque chose qui est une histoire. Et donc on a dit on va faire à l'inverse, on va partir de ton organigramme de fonctionnement et on va construire le projet autour de ton besoin. Donc avec une grande salle de spectacle, avec une double hauteur avec le grill, avec des loges à l'arrière, des bureaux au-dessus, un restaurant, des cuisines et une terrasse. Parce que si on est en bord de Seine, c'est aussi pour profiter de ce rapport à l'eau. Et donc pour le même prix, on te fait en plus la terrasse. Donc là, c'est ce qu'on a dessiné, on a réussi à le convaincre et ensuite c'est ce qu'on a construit. Donc ça, c'était aussi assez étonnant. Donc on n'est pas du tout parti d'un bâtiment existant, mais on a assemblé des tôles pour faire ce bâtiment qui ensuite a été remorqué jusqu'à son point d'arrivée qui est au pied de la BNF dans le 13e arrondissement.
Et bien évidemment, après 1 an et demi ou 2 ans d'études et presque 2 ans de chantier, la question de l'histoire et de l'attachement ne se posait plus parce qu'il avait tellement vu le bâtiment se construire qu'il était déjà chez lui. Donc ça aussi c'était intéressant, donc on a bien sûr reparlé avec lui de savoir que le résultat a été aussi le résultat d'un processus. Donc c'est tout le temps la question entre le chemin et la destination. Est-ce que je pense que à la destination et puis le chemin je m'en fiche, ou est-ce que je me dis ce qui compte c'est le chemin et la destination de toute façon elle va arriver. Un autre projet, donc ça c'est pas le projet, mais ça c'est la majorité de ce qu'on voit quand on regarde un peu ce que sont les cinémas contemporains. Et donc on a une boîte comme ça, certains appellent ça une boîte à chaussures, sur laquelle on marque cinéma pour être sûr que ce ne soit pas un Decathlon ou un Kiabi, sur un parking. Et puis on dit bah, c'est bon, les gens iront au cinéma. Et donc là, on était invité à concourir pour dessiner un nouveau cinéma. Et un cinéma c'est un bâtiment particulier parce que c'est un bâtiment sans fenêtre. Donc c'est vraiment une boîte noire pour le coup. Donc on a regardé aussi l'histoire des cinémas et donc on est tombé sur ces architectures de frontons en France, à l'étranger, de cette mise en scène de la boîte noire et de cette narration du bâtiment. On pense qu'on a... on se questionne en fait pourquoi on a oublié tout ça et pourquoi on est passé de ça à ça, alors qu'on a des outils beaucoup plus performants, alors qu'on peut simuler ce qu'on veut, alors qu'on a une maîtrise technique a priori supérieure, mais en fait on a appauvri quelque part. Et donc on a décidé de re-questionner ce rapport au fronton et de re-questionner aussi ce bâtiment-là qui est un bâtiment agricole que certains connaissent peut-être du sud-ouest qu'on appelle les séchoirs à tabac, qui sont des bâtiments en bois naturel, non traités, qui vont noircir dans le temps et qui sont ventilés pour que le tabac sèche. Donc on a décidé de joindre ces deux références et de construire un bâtiment par rapport à une parcelle très en longueur où chaque salle de cinéma allait avoir son fronton, donc 5 salles, 5 frontons, et la 6e bâtiment étant le hall d'accueil, la lumière, les bureaux, tout ce qui a besoin de lumière naturelle. Donc ça c'était un peu les images de simulation. Ça c'est la réalisation. Donc avec les différents frontons qui ont chacun un grand numéro, un travail aussi avec un artiste qui nous a accompagnés aussi sur matière grise, qui est Bonnefritte, qui a dessiné l'identité. On est allé jusqu'au dessin du billet d'entrée du cinéma. Donc ça aussi c'est important d'aller très très loin dans le détail de la proposition. Et donc ce bardage, cette vêture en bois, en mélèze naturel, qui vient uniquement décorer, habiller. Donc il n'a pas de fonction, donc on pourrait dire c'est du gaspillage, vous dites qu'il faut économiser la matière, mais là vous en gaspillez. Mais voilà, on ne dit pas enfin voilà, on dit des choses qui peuvent être contradictoires, mais qui en tout cas nous semblent importantes. Et là, le volume de la lumière, le hall d'entrée avec une mezzanine au-dessus, les bureaux, etc. Une signalétique faite à la main où on est venu peindre directement sur les murs en béton. Donc ça aussi, pourquoi avoir perdu cette facilité, rapidité d'exécution et devoir imprimer des choses en plastique qui seront de toute façon dépassées au bout de 6 mois parce que tout va changer. Et donc là, on était sur une chose très très légère. Très rapidement aussi, la question des couleurs. Ça, c'est plus un point méthodologique. Comment choisir les couleurs quand il y a 25 personnes qui ont tout un avis différent sur la question, pour faire des salles de cinéma. Et donc là, on travaillait sur ce qu'on appelait des planches de tendance et des narrations colorées. Donc par exemple, on souhaitait qu'une salle parle du lever du jour. Et donc quand on parle du lever du jour, ça donne ce genre d'image. Et quand ensuite on applique ce qu'on a décidé ensemble dans une salle, ça donne une lumière rasante avec un brun qui devient un bleu clair et des choses un peu particulières. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pour vous dire que c'est très difficile de se mettre d'accord sur la couleur et du coup qu'il faut trouver des stratégies. Donc là, la stratégie qu'on a trouvée, c'était de raconter une histoire. Il y avait une autre salle qui était la salle à l'italienne, rouge, avec des rideaux, etc. Et du coup, c'est la grande salle. Et une fois qu'ils étaient d'accord pour qu'une des salles soit de cette identité-là, c'était assez simple d'y répondre. Autre petite astuce, on s'est rendu compte qu'ils avaient un stock de 3000 affiches de cinéma dans un coin, qu'ils avaient gardé depuis les années 80. Et donc on leur a demandé de faire la liste totale de ces films. On a cherché sur Google Images la totalité des films. Et ensuite on les a tout imprimés, puis on s'est amusé à les classer. Et donc on s'en est servi pour faire les papiers peints dans les sanitaires. Donc là c'est à la fois un gisement qui était présent, une économie de moyens parce que ça n'a quasiment rien coûté. Et lors de l'ouverture du cinéma, des gens venaient spécialement visiter les sanitaires parce qu'on leur avait dit que voilà, il y avait le film de leur enfance, etc. Donc c'est marrant aussi de voir des fois des tout petits décalages comme ça qui permettent de continuer cette narration, de continuer cet accompagnement dans l'espace et dans le temps, on pourrait dire.
Très vite aussi, la question des commanditaires. Et là, un autre sujet sur lequel je me suis un peu passionné, la question des partenariats publics-privés, qui est le fait de, pour vous le dire très rapidement, c'est le cas de figure dans lequel la collectivité, que ce soit l'État, une municipalité, un département, plutôt que de construire un bâtiment, comme ici par exemple l'école dans laquelle vous êtes, c'est le ministère de la Culture qui a construit ce bâtiment-là, donc qui a investi pour le construire et qui ensuite l'entretient. Une nouvelle mode et une nouvelle tendance, c'est de dire en fait on ne construit plus rien, on va juste payer un loyer et on va demander à un opérateur privé de le construire pour nous. Donc ça permet de différer de l'investissement parce qu'on a du fonctionnement et pas de l'investissement. C'est un petit peu technique mais c'est très simple à comprendre. C'est soit vous construisez le bâtiment dans lequel vous allez habiter, soit vous demandez à quelqu'un de le construire et puis pendant 40 ans vous allez payer un loyer. Et donc, voilà, je me suis un peu intéressé à ce sujet-là, notamment par rapport à une gendarmerie qui, en Aveyron, avait été construite sous ce mode-là. Et puis, en fait, le promoteur à qui avait été confié le fait de la construire était parti avec la caisse. Et ensuite, il était mort. Ensuite, ça a été une histoire vraiment totalement hallucinante. Et donc, je m'étais intéressé au sujet. J'avais décidé de faire un petit film qui parle de cette thématique-là, que vous pouvez regarder, qui dure une douzaine de minutes, mais qui est sur cette question de voilà, comment construit-on nos bâtiments publics, et avec la conviction que si une société abandonne les bâtiments censés nous réunir, parce qu'on fait des PPP pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les universités, pour voilà, tout un tas de sujets, si on abandonne les bâtiments qui sont censés être pour tous, ben en fait il ne nous reste plus grand-chose. Voilà. Et on arrive enfin à la dernière partie, c'est bon, il reste 12 minutes. C'est bon. Sur la dernière partie, donc la question des ressources. Des ressources donc, qui à la fois s'épuisent, mais qui potentiellement sont aussi très importantes. Et donc bien sûr dans le titre matière grise, l'enjeu est à la fois de parler de la matière qu'on ne voit jamais, donc qui est cette matière cachée, mais aussi bien sûr la matière grise qui est notre capacité collective à trouver des pistes ou des solutions. Donc ça a été une proposition que nous avons faite au directeur du pavillon de l'Arsenal, où on a senti qu'on était à un moment où il fallait parler de ce sujet-là. On avait envie de faire une étude sur le sujet. On avait envie aussi de partager cette recherche. Donc on a invité une douzaine de personnes à écrire. Raphaël Ménard, évidemment. Sébastien Marot, que vous connaissez sûrement, qui est dans cette école, qui a aussi fait une contribution. Des historiens, des philosophes. On est aussi allé voir des bureaux de contrôle, des assureurs, pour vraiment essayer de se mettre au cœur de ce sujet de comment en fait construire en gaspillant moins de matière, j'ai envie de dire. Raphaël dit, alors comment tu le dis, on est des prescripteurs de matière. L'architecte ou le concepteur prescrit de la matière, c'est-à-dire que quand vous faites 2 lignes sur un papier blanc, mais quand ces 2 lignes sont construites, il faut imaginer qu'il y a de la matière qui a été utilisée, et donc il y a potentiellement des écosystèmes qui ont été détruits. Donc en fait, quand vous construisez, vous détruisez. Donc ça, il faut... Et nous, quand on s'est mis à travailler ce sujet-là, on a découvert, après 6 ans d'études et 10 ans de pratique, que le béton, par exemple, était une matière épuisable parce que le sable, il y en a de moins en moins. Et on est en train d'aller chercher du sable de plus en plus loin parce qu'on ne peut pas construire avec le sable du désert parce qu'il a été roulé par le vent et parce que le grain est trop rond, etc. Donc il y a un documentaire de Denis Delestrac sur le sable qu'il faut absolument regarder. Je pense que c'est le premier film à regarder quand on entre dans une école. C'est pas pour dire il faut rien faire en béton, mais pour dire le béton est tellement précieux qu'on ne peut pas le gaspiller. Et donc peut-être il faut se re-questionner sur un porte-à-faux de 45 mètres qui juste sur le dessin va faire joli parce que vous avez montré vos muscles en disant regardez comme je suis fort, je ne mets pas de poteau. Mais en fait peut-être qu'il vaut mieux mettre un poteau et avoir 3 fois moins de béton. Donc ça c'est notre sujet, le porte-à-faux qui me passionne. Il y a des sujets comme ça, le joint creux, le porte-à-faux, des choses comme ça, on pourrait vraiment les explorer. Et donc la donnée principale quand même de tout ça, c'est Buckminster Fuller que vous connaissez. Il faut lire aussi la biographie de Buckminster Fuller qui s'appelle... Pardon ? Non. Bon, la biographie de Buckminster Fuller... Bon, vous allez la trouver, pardon. Qui est vraiment... Personne l'a lu ? Bon, mais en tout cas... Si, vous l'avez lu. Bon. Qui est excellent, hein, qui est vraiment... C'est un ingénieur qui est américain, ingénieur, architecte, concepteur de génie, qui a eu cette citation sur le vaisseau spatial. Il dit on habite un vaisseau spatial qui a tellement été bien pensé que pendant des millions d'années, on ne s'était même pas rendu compte qu'on était sur un vaisseau spatial. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que voilà, la planète, c'est ce qu'on appelle le Spaceship Earth. Donc on est vraiment sur un bateau. Et on a un équipage qui, aujourd'hui, est de 7 milliards et quelques, mais qui augmente de 200 000 personnes tous les jours. Donc c'est-à-dire toutes les semaines, il y a 1 million d'habitants en plus.
Mais ça, c'est tous les jours depuis, enfin toutes les semaines et tous les jours depuis que vous êtes né et depuis qu'on continue. Donc vous imaginez que voilà, à un moment donné, ça coince quelque part. Et donc par rapport à ça, on est face à une double courbe qui est d'un côté l'épuisement des ressources et de l'autre côté, de manière totalement contradictoire, l'explosion des déchets. Donc c'est vrai qu'on est dans un temps de l'histoire humaine, certains parlent d'anthropocène, qui est l'homme qui est en train de modifier le climat, modifier tout un tas de choses, où on a de moins en moins de ressources et on en jette de plus en plus. Ce qui est vraiment en dépit du bon sens, parce que dans l'idée, voilà, quand vous avez peu de choses, vous le jetez pas. Et donc on viendra à la métaphore du dentifrice qui a questionné votre community manager qui me demandait de l'imager. Et donc voilà, le dessin. Donc en fait, la métaphore, c'est un peu... à la fois c'est un jeu de mots, mais je pense que quand vous allez vous rebrosser les dents, vous y penserez. Et en fait, c'est l'idée de se dire que quand vous arrivez à la fin de votre tube de dentifrice, il y en a très très peu parce que vous avez oublié d'en acheter, etc. Vous n'en avez plus, mais vous vous rendez compte que vous avez besoin de très peu de matière en fait et que ça marche quand même. Alors que quand vous avez un tube neuf, ben vous appuyez super fort, vous en tombez par terre sur le lavabo, après il faut le nettoyer, etc. Et donc vous êtes dans une dépense, une gabegie de matière, alors qu'en fait, dès le début, vous pourriez vous dire, ben, je vais en utiliser juste ce qu'il faut, très très peu, et puis plutôt de faire un mois, je vais faire un an. Voilà. Donc c'est cette petite métaphore qu'on applique à la construction, parce qu'on a le sentiment que depuis une centaine d'années, on a pensé qu'on pouvait appuyer sur le tube de la construction et qu'on sortait des bâtiments comme ça, et que bon, de toute façon, ça venait, après ça venait d'un peu plus loin, ça venait d'encore plus loin, mais ça continuait de venir. Et aujourd'hui, on voit que le tube, de la construction, il commence à arriver au bout. Donc ça questionne à la fois sur comment on construit, sur quoi on construit. On pourrait parler aussi de la minéralisation des sols, un département français tous les 8 ans, voilà. Mais bon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce qui nous entoure vient de la nature. Une statistique, c'est que pour 10 kg de produits industriels, il faut à peu près 300 kg de nature. Donc là, tout ce qu'on a dans la salle, ce que vous avez sur vous, tout vient de la nature. Tout. La quantité de métal consommée par jour dans le monde, c'est l'équivalent de 20 tours Eiffel. Donc tous les jours, on assemble 20 tours Eiffel. Et toutes les 15 secondes, on remplit une piscine olympique de béton à l'échelle planétaire. Donc 50 mètres par 3 mètres par 20 mètres, toutes les 15 secondes, on en remplit une. De béton dans lequel il y a du sable. Donc bien sûr, à côté, il y a la mafia du sable qui se développe, parce que quand il commence à avoir une rareté de matière, ben voilà, il y a des gens qui sont en train de voler du sable. Du coup, ça augmente l'érosion naturelle, les pêcheurs n'ont plus de poissons, etc. Enfin voilà, ça c'est la complexité. Et donc par rapport à ça, nous, on ne peut pas tout résoudre. Il ne faut pas se dire architecte, super-héros, on va tout changer. Mais par contre, peut-être qu'on peut avoir conscience de ces éléments-là et conscience dans la façon que l'on peut avoir de dessiner des projets ou en tout cas de les aborder. Et donc pour parler du réemploi des matériaux, parce que nous, pour l'instant, notre angle d'attaque est celui-là, mais il y en a d'autres, il y a le recyclage, voilà. La question du réemploi, c'est de dire à partir d'un arbre, vous avez des planches, à partir des planches, vous usinez, vous faites une porte, et le jour où cette porte soit est cassée, soit vous allez démolir le bâtiment, mais en tout cas, vous êtes prêt à la jeter, vous n'avez que 5 possibilités. Soit vous la réutilisez, c'est-à-dire que vous prenez la porte telle quelle et vous la remettez dans un autre bâtiment, mais il faut qu'il ait la même hauteur, il faut qu'il ait la même largeur, c'est assez rare. Soit vous faites du réemploi, on va le voir sur un projet futur, soit vous la broyez, et c'est du recyclage qui peut être intéressant, mais une fois que vous avez broyé le bois massif pour en faire du panneau de particules, vous ne pouvez pas le faire indéfiniment, parce que c'est ce qu'on appelle l'entropie de la matière, on perd de la matière chaque fois qu'on la recycle. Soit, ce qui est la majorité des choses qui sont faites en France aujourd'hui, vous l'incinérez, et ensuite ça va dans l'atmosphère, ensuite vous le respirez, donc ça va dans vous en fait. Soit vous l'enfouissez, et là ça va dans le sol, avec tous les problèmes de nappe phréatique, etc. Donc aujourd'hui, globalement, on fait disparaître parce qu'on ne veut pas voir, ou on fait disparaître parce qu'on fait des trous et on met sous le tapis. Ce rapport aussi à la matière, en étudiant et en le travaillant, on s'est rendu compte qu'il était très lié au rapport au savoir-faire. Et ce n'était pas forcément anticipé, on a découvert. Et donc par exemple, on s'est rendu compte que quand on était passé du plâtrier, qui avec de la matière brute, des outils, un savoir-faire, une histoire, faisait les plafonds de tous les appartements haussmanniens de Paris en plâtre, avec des moulures, etc. On était passé des plâtriers au plaquiste, qui a juste des plaques de BA13 et une visseuse, donc qui est un emploi beaucoup moins qualifié, qui peut être fait quasiment par n'importe qui. Donc on a aussi appauvri à la fois les savoir-faire, et on a aussi complexifié le matériau, mais la plaque de plâtre, vous ne pouvez pas la réutiliser parce qu'il y a du carton, il y a de la colle, etc. Donc il faut toujours se demander pourquoi les choses sont faites en fait. C'est pas par hasard. Hein. Voilà, il y a tout le temps des raisons des fois un peu lointaines.
On s'est aussi rendu compte que le matériau qui avait une histoire et qui avait une patine avait une vraie valeur, parce qu'aujourd'hui, il y a des fabricants de matériaux qui font des matériaux type vieux matériaux, comme le jean, type jean délavé. On a des parquets imitation vieux bois, on a même de la brique, imitation brique de réemploi. Donc ça, c'est génial, c'est dans un catalogue là qu'on vient de trouver. Donc de la brique neuve, mais qui imite de la brique qu'on pourrait, pour faire croire que c'est de la brique réemployée. Donc elle a été blanchie, salie, un peu grattée, etc. Donc là on a touché le fond là, parce qu'on est en train de... Et à côté on démolit des bâtiments en briques qui vont partir à la poubelle ou qui vont aller sous les routes faire de... voilà. Donc là aussi une vraie question. Et donc ça nous amène à la question de la mine urbaine, de considérer que les bâtiments qui nous entourent sont une ressource. Et vous allez être, et nous sommes déjà dans une situation où on va devoir construire avec ce qui nous entoure. Ça ne veut pas dire exclusivement, mais en tout cas ça veut dire qu'on va devoir arrêter de casser des bâtiments et de les mettre à la poubelle. Tout ça symbolisé dans le schéma de ce qu'on appelle le mix matériotique, c'est-à-dire que c'est le mix des matériaux où, tel un cocktail, on va essayer de faire le bon dosage et on va essayer de maximiser les matériaux biosourcés, parce que c'est ceux qui peuvent se renouveler le plus simplement, qu'ils soient du règne végétal ou animal. Les matériaux de réemploi, parce que c'est une matière qu'on a déjà prélevée, il y a déjà des gens qui sont allés très très profond chercher des matériaux, des minerais, et donc autant s'en servir à nouveau. Des matériaux recyclables et bien sûr minimiser les matériaux fossiles, tout ce qui est fossile au sens large, parce que certains disent que les ressources fossiles qui restent dans le sol, il faut vraiment les y laisser, sinon ça va vraiment très très mal se passer pour les changements climatiques. Donc on a vraiment, notre objectif en fait c'est de diminuer cela, mais Raphaël vous en parlerez bien mieux que moi. Donc tout ça, on a essayé de transmettre dans une exposition qui parlait à la fois de ce constat vraiment très dur, déprimant. Pendant qu'on a fait cette étude-là, on avait même envie d'arrêter, on avait envie de tout balancer. On était très émus même, parfois on a presque à en pleurer, tellement on sentait que c'était... Parce qu'on a regardé aussi les déchets nucléaires, on a regardé le scandale de l'amiante, enfin des sujets comme ça qui peuvent vraiment vous amener très profondément dans la déprime, il y en a un certain nombre. Et donc cette exposition-là, elle parlait à la fois de ce constat et à la fois 80 projets dans le monde entier où des concepteurs, des architectes réinventent un peu ces façons de faire et montrent qu'il est possible de faire de l'architecture qui ne soit pas uniquement de l'architecture de mise en scène du déchet. C'est pas uniquement je prends 3 palettes et je fais un mur ou un banc et je dis regardez c'est de la palette, c'est super. C'est dire aussi à un moment donné on peut faire en sorte que le réemploi ne soit pas la chose affichée mais soit une chose vraiment réalisée. Même si j'ai rien contre la palette, mais pour dire que c'est pas une architecture du déchet ou c'est pas une architecture qui doit parler du déchet. Et donc suite à cette exposition, on a eu une première... donc il y a eu beaucoup de monde, il y a eu 5 éditions du catalogue et l'exposition est en train de tourner en France et à l'étranger. Donc on sentait que c'était un sujet qui tombait au bon moment aussi. Il y a des sujets comme ça dans l'air, il faut les attraper et puis voilà. Et on a eu une première commande de la ville de Paris pour aménager un des salons de l'hôtel de ville, donc dans la mairie centrale de Paris où en fait c'était le salon Chéré, parce qu'il y a des fresques au mur d'un peintre qui s'appelait Chéré, qui n'avait pas été touché, qui était le salon où Bernadette Chirac recevait ses homologues, qui était dans son jus, on va dire. Et donc ils nous ont dit, vous avez 10 000 € et il faut que dans un mois et demi, on fasse de l'économie circulaire et du réemploi pour tout réaménager. Donc on était, oh là là, le fameux triangle moyen, délai impossible, mais on s'est dit bon c'est la ville, on ne peut pas refuser, donc on a dit bon on va poser des conditions. Donc on a posé 2 conditions. La première c'était de travailler avec des déchets de la ville, donc d'aller dans les déchetteries de la ville, d'être en relation avec les gens qui toute la journée récupèrent de ce que les Parisiens jettent et passent leur temps à les broyer, à les casser, qui est un métier d'une violence hallucinante. Hein. Vous passez votre temps à broyer de la matière avec des trucs magnifiques, mais vous ne pouvez pas garder tout ça chez vous parce que vous habitez 30 mètres carrés et que vous broyez des mètres cubes par jour. Donc ça, première chose, les déchetteries de la ville. Et deuxième chose, les savoir-faire, parce que dans la mairie de Paris, il y a des artisans qui ont en charge d'entretenir ce très grand bâtiment. Et donc il y a des menuisiers, des serruriers, des peintres, des électriciens. Et donc on voulait vraiment aussi remettre au cœur du projet les savoir-faire.
et le faire avec ces gens-là, qui ont été en plus des gens vraiment d'une confiance incroyable. Et donc on a récupéré, donc on a demandé de récupérer des chaises que l'on a retraitées, réparées, renforcées, repeintes. Et donc on a fait cet aménagement-là, très simple, avec une grande table en bois massif qui vient de tout ce qui avait été jeté et donc qui a été redécoupé, réassemblé. On a fait uniquement un cadre métallique permettant de les tenir. Tout le mobilier venant encore une fois d'ébène, et au fond une alcôve avec des portes qu'on a uniquement fait housser. Voilà, donc un projet assez minimal en ayant juste dessiné 3 luminaires pour garder, enfin voilà, pour pas se dire il faut que ce soit 100% du réemploi. On n'est pas, c'est pas du tout ça l'enjeu. Mais l'enjeu c'est de montrer que ça peut marcher et que ça fait des espaces de qualité. Donc là tout le monde était très content. Voilà. Et suite à ça, on s'est dit, bon, mais maintenant, est-ce qu'on peut passer à l'étape supérieure? C'est la question du bâtiment. Parce que là, c'est de l'aménagement. Donc, on va vous dire, ah oui, mais c'est facile, c'est de l'aménagement, mais est-ce que c'est possible de faire un bâtiment? Et donc là, on a eu une autre, à la fois commande, proposition de la ville de Paris et du pavillon L'Arsenal à nouveau, à l'occasion de la COP 21. Donc là aussi, ça reboucle en même temps que nous faisions la salle plénière qui n'allait pas se faire, mais qui en fait allait se faire. En même temps, nous lancions dans le défi de construire un bâtiment de 80 mètres carrés pour le construire sur le parvis de l'hôtel de ville au maximum avec des matériaux de réemploi. Et donc nous sommes arrivés à peu près à 80%. Donc nous avons récupéré des isolants dans un centre commercial où il y avait eu un dégât des eaux sur 2 mètres carrés, mais pour que l'assurance marche, il fallait enlever 5000 mètres carrés d'isolants, parce que sinon l'assurance ne marchait pas. Donc on a eu un coup de fil du syndicat des étancheurs nous disant mais nous on a de l'isolant nickel, on vous le livre, du platelage de Paris-Plage avec lequel on a fait les pontons, le mobilier qu'on avait déjà expérimenté, qu'on a refait, des luminaires où on est allé dans les entrepôts où les vieux luminaires de la ville sont entreposés, qu'on a récupérés, et surtout 400 portes en chaîne d'un immeuble de logement dans le 19e arrondissement, où en fait on s'est dit qu'on allait faire le bâtiment pour ce matériau-là. Donc c'est très intéressant, c'est que quand vous êtes dans une utilisation de réemploi de matériaux, c'est ce qu'on appelle la fin de la page blanche. Donc vous n'êtes pas là en train de vous dire c'est quoi un beau projet, c'est quoi l'idée, moi Léonard de Vinci, je dessine le plus beau bâtiment. C'est plutôt dire quelle information j'ai de ce qui est autour de moi et notamment de la matière, et comment à partir de cette matière-là, je vais dessiner mon bâtiment. Et donc là, une fois qu'on avait identifié ces portes, qu'on mettait en plus dans un timing de chantier possible, une mise à disposition possible, une qualité, donc tout un tas de paramètres, ben on a décidé de construire ce bâtiment selon ce module-là. Donc là, on est à l'intérieur du bâtiment. Et alors, il devait durer 3 mois. Il est encore sur le parvis d'hôtel de ville. Donc ça aussi, c'est marrant parce que souvent, on fait les choses pour des temps très courts. Et puis, en fait, les temps courts deviennent des temps moyens, voire des temps longs. Donc, vous pouvez encore aller le voir. Vous allez voir, ils ont pris le soleil. Donc, le vernis, qui était un vernis intérieur, commence à se craqueler. Il commence à avoir un peu une peau de lézard, mais en tout cas il tient très bien le coup, et donc l'architecture même et l'expressivité de ce qu'il raconte vient du module de porte, où bien sûr on a essayé de maximiser, d'avoir le minimum de coupe, où on ne s'est pas empêché de couper un angle et de retourner ce qu'on voit peut-être ici, donc là il doit y avoir une porte qui vient sur l'angle ici, voilà. Donc voilà une forme de réponse en fait à ce gisement qui a été identifié pour une démonstration. Mais c'était important, si vous voulez, c'est de voir l'enchaînement, une exposition qui pose le sujet, un aménagement intérieur qui, avec des services et avec la ville, montre qu'on peut le faire, et le bâtiment qui montre qu'on a fait un bâtiment recevant du public, avec un bureau de contrôle, donc on est totalement aux normes, il n'y a pas eu de dérogation, et on est sur le parvis de l'hôtel de ville, donc on est quand même avec un niveau de contrainte assez élevé. Et là, c'est la dernière image. Ah non, pardon, avant ça, c'était la dernière image, mais il y a une inversion, excusez-moi. Juste un projet que j'ai rajouté ce matin, donc je me suis trompé d'endroit. Et on arrive à la fin. C'est un projet de logement. Donc là, pour l'instant, on ne vous a pas montré le logement parce que nous n'avions tout simplement jamais fait. Et donc là, on est sur un ancien parking automobile dans le 19e arrondissement. Donc là, il y a le parc La Villette, la grande halle, la grande pelouse, la fontaine au Lion. Et donc, on a un cœur d'îlot avec 2 bâtiments existants, des copropriétés assez imposants. Et au milieu de cet îlot-là, on a un parking, ancien parking Renault de 30 000 m². Et donc là, il y a un concours qui est lancé pour démolir ce parking et en faire des logements par Paris Habitat. Et donc, dans le cahier des charges, il est écrit noir sur blanc que le bâtiment ne peut pas être gardé parce que ça ne marche pas. Et donc nous, on prend le pari de dire qu'en fait, on peut quand même en garder une partie. Donc on fait une analyse assez poussée de cet existant-là. On dit qu'on va en démolir la moitié
mais quand même on va en garder l'autre moitié telle quelle, qu'à partir de cette autre moitié, on va venir creuser dans ces dalles et dans cette structure pour venir faire des logements à l'intérieur de ce parking, des logements qui sont tous sur 2 niveaux, parce que dans un parking, on a une hauteur sous plafond très faible, et du coup, pour compenser des chambres qui peuvent être à 2,40, 2,45, 2,50, mais on va avoir des doubles hauteurs, des salons de grande hauteur. Et donc voilà le projet qu'on fait, et voilà la proposition. Donc ça, c'est l'image du concours, où on voit les endroits où on est venu découper les dalles, on a ces doubles hauteurs, etc. Donc là, c'est vraiment le parking tel qu'il peut être transformé. Et en se disant, on prend le maximum de risques, soit on est dernier, soit on est premier. Et donc, il se trouve qu'on est premier, pour tout un tas de raisons. Donc c'est intéressant aussi, c'est que déjà on est 2 millions d'euros de moins cher, parce qu'on a déjà toute la structure, on n'a pas besoin de démolir cette partie-là, donc on a un vrai gain économique. Ensuite, on a un gain de planning et de nuisance, parce qu'il y a les riverains qui eux sont vraiment paniqués à imaginer que cette énorme barre de 30 000 m² va être démontée, détruite, grignotée par des machines. Et enfin, parce qu'on arrive à avoir des surfaces supérieures, parce que vu qu'on garde le bâtiment, on n'est pas obligé de se conformer aux POS et aux règles d'urbanisme de bâtiments neufs, et donc on est dans une transformation de bâtiments existants, donc on a des mètres carrés en plus. Donc voilà un peu le jeu. Donc là maintenant, une fois qu'on a gagné ce concours-là, maintenant on est en train de l'étudier et d'essayer de le faire, ce qui n'est pas simple. Hein. Donc c'est bien beau de dire ah, ta. Voilà, mais en tout cas, on est en cours, on vient de rendre l'APS et on attaque la PD et pour l'instant tout va bien. Et donc je reviens sur cette dernière image, qui est une image un peu de conclusion d'à la fois ce métier passionnant que nous faisons et que vous allez faire bientôt, l'importance de regarder les situations et les contextes, et surtout l'importance d'avoir en tête la complexité dans laquelle nous construisons aujourd'hui et vous construirez demain. Et donc cette complexité-là, il ne faut pas qu'elle vous effraie, au contraire, il faut que vous trouviez des fils pour la dépasser. Voilà, merci de votre attention. Je crois que si certains ont en quelques questions, il nous reste encore une quinzaine de minutes pour y répondre. Voilà, ceux qui ont cours. Je voulais juste savoir, dans le projet de logement à Jaurès, pourquoi vous avez détruit la moitié du coup? Très bonne question. Pourquoi on n'a pas tout gardé? Alors pour 2 choses, c'est que la partie démolie avait une rampe d'accès à tous les étages, donc une très très grande rampe en béton, et que du coup là ça devenait très compliqué d'habiter une rampe. Qui est un énorme... Hein? Pardon? Oui, voilà. Mais bon, en tout cas, ça nous semblait compliqué. Et ensuite, il y avait 2 typologies. La partie qui allait être démolie était pour du logement social qui est très normé, dans lequel ça allait être difficile d'accepter des dérogations à cette norme-là, alors que la partie dans laquelle nous gardions le parking était pour de l'accession, où là, on avait un peu plus de liberté. Et puis, c'était aussi un peu pour minimiser le risque, parce qu'on sentait que c'était risqué de le garder, mais le garder à moitié, c'était peut-être quand même... voilà. Donc c'est toujours aussi la mesure. L'idée, c'est pas être dans une radicalité de principe. C'est pas dire, ah moi, jamais de la vie, je détruis un bâtiment. Ça, c'est un peu primaire et c'est un peu caricatural. Mais c'est plutôt se dire, on me dit qu'il faut tout détruire. Est-ce que je suis bien sûr qu'il faut tout détruire? Et puis on va pousser le... Après, on est associé à d'autres architectes aussi, qui s'appellent Archi5, qui eux font la partie neuve. Et donc il a fallu aussi les convaincre, parce que quand ils lisaient noir sur blanc que le bâtiment devait être démoli, on peut aussi se faire éliminer pour cette prise de risque-là. Donc voilà la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là-bas? Non? L'usage de la terre? Mais sujet passionnant, allez voir l'exposition en ce moment. Mais c'est très lié, si vous voulez, l'usage de la terre, c'est très lié à toutes ces choses-là, parce que c'est à la fois une ressource globale, une ressource même à l'échelle du Grand Paris, en faisant le nouveau réseau du Grand Paris Express, des millions de mètres cubes de terre vont être déplacés. Donc nous, on est des fervents défenseurs de ces techniques-là, de ceux qui les poussent. Nous, on explore le grand plan, on ne peut pas explorer tous les sujets, donc on est très content que d'autres personnes poussent ces sujets-là, mais c'est très très intéressant. Et je ne sais plus les chiffres aujourd'hui, mais il y a quelques années, le pourcentage de l'humanité qui habite dans un habitat en terre, c'est l'ordre de 60% ou 70%. Enfin, à l'échelle mondiale, c'est totalement hallucinant. Donc, et même dans
même dans nos pays, il y a une centaine d'années, on construisait toute l'architecture, une grande partie de l'architecture rurale était en terre crue, même pas en terre cuite, en terre crue séchée. Donc allez-y à fond. Bonjour, moi j'ai une question par rapport aux ressources inespérées. Est-ce qu'il serait envisageable de travailler avec un savoir-faire local aussi, des personnes qui sont sur place et qui ont éventuellement des qualités à apporter tout simplement en termes de main-d'œuvre? Alors, ça c'était la petite explication sur le rapport entre les ressources et les savoir-faire. Sur le pavillon circulaire ou sur le salon Chéri, on a vraiment travaillé avec des ressources locales de main-d'œuvre vu qu'elles étaient sur place. Donc là, ce qu'on essaie de faire aussi sur les projets d'équipement, de bâtiments, c'est de faire la carte des compétences à proximité. De la même façon qu'en agriculture, on parle de locavores. Est-ce qu'on pourrait être des local constructo, je ne sais pas, vor, mais en tout cas, comment aussi s'appuyer sur un gisement de proximité, mais aussi vraiment sur un savoir-faire de proximité. Donc ça, bien évidemment, les architectes aussi se sont coupés de la matière, mais sont aussi coupés de ces savoir-faire-là. Pour tout un tas de raisons, de domination aussi, de séparation de qui s'occupe de quoi. Aujourd'hui, vous verrez, on cherche aussi à éloigner les architectes du chantier, parce qu'on dit, vous avez des idées, mais vous êtes vraiment nuls en construction. Donc, donc tout ce qui va dans ce sens-là est vraiment dans le mauvais sens, parce que vous allez finir... Puis quand le BIM aura remporté toutes les victoires, on va finir juste à devoir appuyer sur des boutons et à gérer des paramètres sur les tableurs Excel. Donc l'intérêt vraiment de notre métier, c'est à la fois de pouvoir le matin parler avec un élu ou avec Anne Hidalgo et l'après-midi être sur un chantier, même avec un travailleur sans papier qui est en train de couler votre mur en béton. Ça, c'est la réalité de nos métiers. Et on est dans l'ascenseur en fait un peu quoi. Il y a l'ascenseur social, mais nous on est presque le Spirou quoi, hein, le liftier, voilà. Et c'est passionnant parce que du coup ça permet de mettre des choses en relation. Est-ce qu'il y a d'autres? J'ai pas répondu? Si. En fait, je suis pas sûre parce que je me demande du coup est-ce que c'est vraiment crédible de le mettre en place parce qu'il y a un pouvoir, enfin des entreprises générales qui permettent pas forcément d'introduire un personnel qui soit local finalement ou pas, mais est-ce qu'on peut vraiment penser que c'est crédible? De toute façon, vous allez voir tout un tas de sujets. Moi, ce que je dis aussi toujours, c'est construire, c'est compliqué. Donc, construire sobrement, c'est aussi compliqué. Mais c'est pas. Moi, je connais personne qui dit que construire, c'est facile, même dans n'importe quelle façon de situation qu'on se trouve. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit impossible, en tout cas ce que vous dites, que ce ne soit pas simple, c'est évident, qu'il y ait une mainmise de certaines grandes entreprises sur les PPP, notamment ces 3 entreprises françaises qui font 97% des PPP. Donc après, ça parle aussi d'autres questions, de concentration des pouvoirs, de tout un tas de sujets. Mais ce qui est important, on ne peut pas tout savoir et être au courant de tout, mais il faut juste avoir conscience de ces choses-là. Et, nous, souvent, on dit « Ah, mais encore heureux, vous êtes des joyeux lurons, machin, vous faites des blagues toute la journée, etc. » Ce mot-là, il n'est pas du tout... nous, c'est pas comme ça qu'on se définit non plus. C'est plutôt dire « Encore heureux », c'est un minimum d'exigence par rapport aux enjeux qui sont face à nous et que l'objectif global et collectif, c'est aussi de faire que les choses aillent mieux et c'est que nous soyons dans cette recherche-là collective. Donc, je pense que c'est des vrais combats difficiles et certains et des fois on les perd. Hein. La COP21, là on en rigole avec Raphaël, mais ça a été vraiment très très violent. Hein. Parce que voilà, c'était la puissance publique qui fait ça, qui ose faire ça, j'ai envie de dire. De gauche. Je sais pas. Bon voilà. Alors, nous, on n'est pas des grands défenseurs de ce type de copyright parce qu'on pense que. Puis, comment répondre? Tu veux répondre, Raphaël? Non, enfin. Mais on est toujours à la limite parce qu'on peut dire, moi quand je vous montre des images avant-après, vous dites c'est quasiment pareil, mais en fait ils peuvent dire mais c'est pas exactement pareil. Après se lancer dans une procédure, c'est-à-dire que toute l'énergie que vous avez passée à la procédure, elle est pas. Alors on s'est posé la question, des gens nous ont dit mais si vous laissez passer ça, vous baissez les armes, il faut
il faut aller au combat, il faut prendre les meilleurs avocats de Paris et les déboîter. Bon voilà, après on peut pas mener tous les combats, voilà, mais la rage elle reste là. Puis on apprend aussi pour le futur, parce qu'on a aussi peut-être péché un peu par confiance, parce qu'on s'est dit, ben voilà, l'ONU nous dit que c'est génial, le ministère nous dit que c'est génial, la présidence de la République dit que c'est super. Bon, à un moment donné, on se dit, les feux sont verts, et puis en fait, il y a un coup qui part de on ne sait pas où. Mais en tout cas, ce qui est important aussi, c'est de voir que c'est pas forcément manigancé, c'est aussi l'espèce d'incompétence globale où personne veut décider, où des gens, nous il y a des gens face à nous, nos interlocuteurs qui voyaient bien évidemment qu'on avait une valeur ajoutée à apporter, mais c'était pas eux qui pouvaient décider parce qu'il fallait que le ministre le voie, mais ils n'osaient pas aller revoir le ministre parce que donc il y a aussi une espèce d'affaiblissement où aujourd'hui plus personne ne prend de décision. Et donc voilà, si on repart de la crise des migrants, c'est ça, c'est aujourd'hui on est dans une espèce de non-décision, de non-choix, et c'est bien plus grave que la COP21, que l'aménagement de la COP21, ça c'est sûr. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai entendu parler de vous, notamment, pas tellement pour un projet, mais plutôt dans la manière dont vous avez monté votre agence, qui justement n'en était pas une au début, semble-t-il, d'après ce que j'ai compris, qui était un collectif. Je dois vous avouer que moi, le système d'agence ne me paraît pas très très sexy, personnellement, hein, bien sûr. C'est quelque chose que sur lequel j'aimerais bien vous entendre sur la manière dont vous avez composé ce collectif, les avantages, les inconvénients, pourquoi, comment, si c'est possible. Alors oui, parce que c'est important de raconter l'enchaînement des choses. En fait, la notion de collectif, il n'y a pas de statut juridique au collectif. Donc c'est ce qui nous a arrangé, parce qu'en fait on pouvait mettre ce qu'on voulait derrière. Donc au début, quand on est sorti de l'école, on s'est dit collectif parce qu'on avait déjà avec Julien, on avait envie de travailler ensemble, et on s'est rendu compte que très vite on allait être plus nombreux sur les projets et qu'on ne voulait pas s'appeler machin et machin ou truc et bidule, comme une espèce de voilà, ça semblait pas nous correspondre. Pas pour se cacher, mais pour en tout cas trouver une distance. Ça, c'était la première raison. Ensuite, on était du coup artistes indépendants à la Maison des Artistes, parce que pour financer les premiers projets, on faisait des images de synthèse qui nous permettaient d'avoir un équilibre économique. Ça aussi, c'est très important. C'est imaginer qu'à chaque phase de votre aventure professionnelle, la question économique aussi devra être posée. Et nous, on a fait ces projets-là en se disant c'est bon, on n'a pas maman derrière, etc. C'était pas le cas. On avait trouvé un modèle économique où on faisait des images pour d'autres, qui nous apprenaient aussi tout un tas de choses, et notamment des projets qu'on n'avait pas envie de faire. Et en parallèle de ça, on faisait des projets avec très peu de moyens où on pouvait s'investir pleinement. Et ensuite, quand on a eu les albums des jeunes architectes, là, du coup, on n'était pas encore à l'ordre des architectes. Donc là, on ne pouvait pas construire. Et donc, une fois qu'on a eu les albums, on a dû se structurer en SARL de l'architecture, qui permet d'avoir une assurance, etc. Et donc là, on va dire que ce n'est pas tellement des choix d'outils, mais c'est plutôt s'adapter à chaque étape de cette histoire-là. Et donc aujourd'hui, on dit agence parce que dans les faits, c'est structuré juridiquement comme une agence. On a aussi une association qui nous permet de faire des projets plus alternatifs ou de répondre à des sollicitations publiques. Enfin, voilà, c'est un mélange. Là aussi, il ne faut pas avoir peur de rentrer dans tout ça. C'est des outils. C'est comme la 3D. On nous dit la 3D, oui, non, mais ça ne veut rien dire. C'est comme le rotring, oui, non, ça dépend ce que tu en fais. Donc l'aspect juridique, c'est un des outils. Mais sans la maîtrise de cet outil-là, en tout cas, tu ne peux pas faire de projet. Parce qu'en fait, tu ne peux pas remporter un appel d'offres, tu peux pas. Voilà. Nous, ce qui nous intéressait, c'est faire dans le réel. Donc, pour faire dans le réel, on a chaque fois adapté l'aspect juridique à la vision que nous avions envie d'avoir. Voilà, pour répondre un peu succinctement. Ouais. Et est-ce qu'il y a des organismes en fait qui vont certifier, qui vont dire ce béton il est fiable, et même pour d'autres types de matériaux, par exemple pour l'emploi de fenêtres, est-ce que le passage
est-ce que finalement c'est pas difficile de passer d'un bâtiment expérimental qui répond quand même efficacement à la thermique, à des choses comme ça, mais qui n'a pas besoin, qui n'est pas un bâtiment habité au quotidien en fait. Est-ce que c'est difficile de faire ce pas-là? Je vois le sens de la question, qui est une question centrale. Il y en a deux. En fait, il faut se dire qu'on est sur des expérimentations, donc forcément, il y a des choses qui sont difficiles, et forcément faire ça, c'est en partie difficile. Il y a l'aspect juridique qui est difficile. Il y a l'aspect juridique réglementaire, comment avoir un label quand vous réutilisez quelque chose, ça c'est compliqué. Il y a l'aspect aussi de connaître le gisement. Aujourd'hui, il n'y a pas de structuration qui vous permet de savoir qu'à 200 mètres de votre chantier, on est en train de démolir un mur de briques et vous êtes en train de faire un mur en briques. Donc, c'est un chantier énorme. Là, avec ce projet-là, on ne dit pas, ça y est, on est arrivé, et ça y est, le réemploi d'architecture, c'est parti. On dit juste, le sujet, en tout cas, il nous semble important. Le potentiel pour les architectes, pour les concepteurs, il est très important, parce que c'est quasiment impossible de faire réaliser un bâtiment de réemploi par une machine ou par le meilleur BIM manager du monde, et que du coup, notre savoir-faire et notre intelligence, elle peut aussi s'appliquer dans ce cadre-là. Donc, mais la somme des sujets que vous pointez sur la difficulté, elle existe, et on est en train de la travailler. On la travaille avec des bureaux de contrôle, on travaille avec des ingénieurs, on la travaille avec tout un tas d'acteurs, et on est loin d'être arrivé au bout. Voilà. Mais il ne faut pas que ça nous empêche de faire. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'innovation. Alors, encore 2-3 questions. Ouais, ça peut... Alors la suite du bâtiment. Alors là, le bâtiment doit être déplacé. Et du coup, il devait aller dans le 13e pour un club de boulistes, mais en fait, ça ne va pas pouvoir se faire. Et a priori, il devrait aller sur la petite ceinture pour être la maison du projet du réaménagement de la petite ceinture dans le nord de Paris. Donc voilà, c'est bien évidemment, dès le début, on s'est posé la question comment faire pour qu'il ne parte pas à la benne. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, il a suffisamment gagné son autonomie, sa liberté pour qu'on espère, parce que ça aussi c'est la ville de Paris qui va décider, si ça se trouve il se peut qu'un jour quelqu'un dise mais attends c'est quoi ce truc sur la place, on le dégage. Déjà on espère qu'à un moment il bouge, parce qu'au bout d'un moment il n'a pas été pensé pour rester là trop longtemps, et là ça fait plus d'1 an, mais surtout on espère qu'il va avoir une seconde vie, une troisième vie. Voilà. C'est bon, je crois que l'heure est arrivée. Merci encore et à bientôt.